Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo yo Mufasa, aka Sandrine Lescourant, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, nickel. Ça va, merci. Alors il y a un tout petit temps de latence, mais du coup on va faire l'interview comme ça, hein, puis la personne gérera après. Ouais. On est trop content de te recevoir. Merci de nous accorder 1 heure de temps qu'on devait avoir ce matin et que finalement on a maintenant. J'en profite pour rappeler aux gens qui nous rejoignent sur le podcast que maintenant, ou même peut-être qui sont tombés dessus par hasard sur les épisodes précédents, que le podcast s'appelle Sweep, S-W-E-E-P, que le sweep c'est un mouvement de sol, c'est un mouvement de break, et qu'il est disponible sur différentes plateformes, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Donc pour les gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous abonner. Et on va pouvoir démarrer direct. Moi j'ai une petite anecdote pour démarrer avec toi. C'est que à la base je faisais que du break, et t'es la première personne que je me suis mise à regarder, la première danseuse que je me suis mis à regarder qui faisait autre chose que du break en fait. Je regardais que des vidéos de breakers, tu vois. Et je suis tombé par hasard sur toi quand tu faisais les événements Red Bull Beat It en 2012 ou un truc comme ça. Mhm. Et j'ai tellement kiffé qu'ensuite je suis allé voir plein de vidéos de toi et ça a été un peu ma porte d'entrée vers une autre manière de bouger que juste des breakers qui se lancent par terre. Donc merci pour ça. Et peut-être que pour commencer, tu peux te présenter? Ouais, ouais, carrément. Bah, déjà, je suis honorée d'entendre ça parce que moi, pour avoir été sur Who Got the Flower, je suis assez aussi fan de tout ce que vous avez pu mettre ensemble à l'œuvre pour la communauté. Et voilà, je me suis pris des bonnes petites gifles aussi en te regardant danser. Donc, c'est hyper réciproque, ce feeling-là, en tout cas. Me présenter. Et ben, vous l'avez dit, je m'appelle Sandrine Lescourant. C'est toujours difficile, je trouve, de se présenter, de se mettre dans une petite case, euh, de choisir, de choisir qui l'on est. Euh, Si tu veux, on peut t'orienter hein, pour que tu ouais, te présentes. bah écoute, non, je veux dire, on est là surtout pour parler de danse et de danse hip-hop. Et, et, euh, et voilà, donc je suis une amoureuse de la danse hip-hop et de la danse tout court. Voilà. Globalement, Ok. j'ai monté, parce que justement, tout cet amour, j'ai monté la compagnie Kilai. Donc je suis chorégraphe de cette compagnie. Chorégraphe, c'est un bien grand mot en fait. On écrit tous ensemble, c'est une aventure collective. Et voilà, si en réalité je peux pas me présenter moi totalement sans présenter tous les gens qui m'entourent et qui permettent de faire tout ce que je fais, tu vois. Mais ouais, voilà, je suis danseuse, chorégraphe, euh, artiste. Mais genre, artiste, ça fait mal à dire. Artiste, mais oui, en fait, oui. Genre, je le défends. Mais voilà. C'est D'accord. l'introduction. Et ben, là, tu parlais de la compagnie Kilai, du coup. Ouais. Peut-être que ce qu'on peut faire pour retracer un petit peu le parcours, et vu que c'est un podcast qui traite de la danse hip-hop et du coup forcément du lien qu'il y a avec les battles, et en plus on sait que tu en as fait pas mal, peut-être qu'on peut commencer un peu par parler du rapport que tu as eu au battle, à la danse hip-hop, on va dire underground, et qu'ensuite après on passe sur l'aspect interprète, chorégraphe, où là du coup on parlera j'imagine plus des gens qui t'ont entouré, même si peut-être que quand tu faisais des battles, Mhm. tu étais déjà entouré d'un crew. Donc, peux-tu nous Aussi, raconter, ouais. par exemple, comment tu as commencé la danse hip-hop? Parce que juste avant la danse hip-hop, tu faisais des danses académiques, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai démarré petite par la danse classique, la danse contemporaine, le modern jazz, l'afro-trad. Et en fait, en afro-trad, on dansait essentiellement en rue, donc grosse liberté. Enfin, j'avais plus besoin de rentrer les jambes et le bassin, et je pouvais juste voilà, laisser exprimer ce qui devait. Euh, et puis, donc là, à cette époque, j'étais à Nice, sur le parvis du musée d'art moderne et contemporain. C'est là-bas que les danseurs hip-hop s'entraînent. Et du coup, il y avait des b-boys qui s'entraînaient. Et gros kiff, gros kiff. J'ai commencé à prendre des cours de hip-hop, mais c'était un peu des chorégraphies toutes mélangées.
il y avait tous les styles mélangés dans la même chorégraphie. Et puis j'ai commencé à mélanger un petit peu tout ce que je savais faire, donc y compris le dancehall, voilà, toutes les influences que j'avais reçues. Et puis je dansais sur du son hip-hop. Voilà, ça a démarré comme ça. Et à côté, donc il y avait les breakers un petit peu froids. Je ne sentais pas trop d'affinité pour aller direct les checker. Mais je sais pas, il y a le bagou qui m'est j'avais du bagou, j'y suis quand même allée et puis on a commencé à échanger et en fait, une fois qu'on s'est connectés, bah, on échangeait, des skills debout, des skills au sol et ça a commencé par ça. Puis très vite, j'ai rencontré, dans un concours de danse, un peu à la street dancer, à Nice, j'ai rencontré, les membres de mon groupe Ego Trip et voilà et là du coup coup de cœur et là donc là j'ai vraiment rencontré, ma famille je finissais mes études, à la fac et du coup j'ai acheté une sono et je me suis dit: «OK, je vais passer mes journées, à m'entraîner sur le parvis du Mamac» et c'est ce que j'ai fait entre le parvis du Mamac et le palais des festivals de Cannes et je passais ma journée à essayer de juste d'être le plus honnête possible dans mon mouvement à chaque fois que j'entendais un son nouveau en fait. Et je me disais: «Ah non, là, je le représente pas assez bien» et je me butais à ça et c'était vraiment notre moteur avec Ego Trip. Et puis quand tu as une famille comme ça, en fait, qui te connaît aussi très bien et qui te connaît dans tes passages on fire, ben, tu peux pas leur mentir. Voilà On connaît. et ça fait du bien, ouais. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai démarré. Après, les battles, en fait, j'ai découvert les premiers battles parce que mon crew en regardait et la première chose que j'ai dit, c'est, «Mais franchement, mais c'est de la danse, comment on peut départager les gens, heu, avec de la danse?» Je sais pas, c'est que de l'ego, je trouve. Ils sont là et au plus fort, à celui qui se la raconte le plus, je trouve que ça a pas de sens, en fait, de mettre, je sais pas, c'est un art, ça a pas de sens de le mettre à l'endroit du jugement. Et puis il y avait une autre partie de moi qui me disait: «En même temps, je sais que si je faisais ça, je serais en feu». Et heu et du coup, beh, c'est ce qui s'est passé ensuite. J'ai fait une première qualif, à Marseille, où je n'ai pas du tout été qualifiée, mais j'ai senti que j'avais ma vie à raconter quand je suis montée sur scène et ça a démarré comme ça, en fait. Voilà. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, quand tu commençais à parler de ton premier ressenti quand tu as vu des battles. C'est vrai que quand on regarde des battles, moi, quand je t'ai découvert Mmh. sur le Red Bull, Beat It, comment on en regardait encore un hier avec Mathis, quand tu es tombé au Trocadéro contre Reta ou d'autres gars qui sont des fois vulgaires, des fois provocants, et de voir à quel point tu Ouais. assumé ta posture face à eux et comment tu rentres quand même dans ce jeu du battle, j'ai l'impression avec plaisir. Je me dis que c'est quand même un jeu auquel tu t'es rapidement pris, quoi. Mmh. Beh, je pense que ouais, ça pique, hein. Quand tu démarres, ça te pique. Je trouve que c'est un super beau terrain, justement, mmh, dans tout ce qui est, compétition et jeu d'ego, en fait. Et je trouve que c'est un super beau terrain pour savoir justement où est-ce qu'on se trouve et où est-ce qu'on se trouve pas. Quelles sont les limites qu'on ne veut jamais dépasser, quelles sont nos valeurs. Et ça a été un super tremplin pour moi, un super, ouais, vraiment un super terrain de jeu. Enfin, plus que ça, ça a été c'est juste énorme, en fait, ce que ça a pu m'apporter. Mais ouais, je trouve en tout cas que c'est oui, pour toutes les vidéos que tu as pu voir où, j'ai été challengée, par, des compétiteurs qui essayent de déstabiliser. C'est vrai que j'en ai enchaîné pas mal et je voulais toujours répondre avec la danse, en fait. Pour moi, la danse, elle répond à tout. Je disais que les derniers battles dans lesquels je t'ai vu, c'est ceux du Summer Dance, donc le Summer Dance Forever qui a lieu en Hollande, qui est un peu l'événement le mieux répertorié en termes de niveau de danse debout en hip-hop. Du coup, c'est il y a 3-4 ans, je crois, que tu as fait ces derniers battles. Et du coup, ces dernières années, ça a évolué comment entre les premiers battles que tu faisais et ces dernières années, la place de la compétition, de ce monde de comparaison dans le hip-hop, t'es encore dedans? C'est comment? En fait, j'ai l'impression d'avoir un tout autre, rapport au milieu du battle aujourd'hui.
déjà, justement, ce battle, le Summer Dance, comme tu disais, ça doit être il y a 4 ans. Je me souviens qu'en démarrant le battle, bon, d'habitude, j'ai toujours mes petits rituels pour me mettre en mode, pour me faire ma bulle, et pour vraiment partir, pendant le battle. Et là, je me disais: «Waouh, tu vas rentrer en battle là», et en fait, j'avais pas l'envie. Et c'était pas l'envie, c'était juste que j'avais pas le feu, la dalle, l'envie justement d'aller chercher la compétition. J'avais juste envie d'échanger, et j'étais avec, Alex The Cage à ce moment-là, et du coup, au niveau de la vibe, c'était génial puisqu'on était en train d'échanger et on aurait pu rester des heures là-dedans, et je sentais que c'était vraiment une atmosphère qui commençait de plus en plus à me parler. C'est comme je fais toujours le lien avec la vie, c'est aussi une période où tu commences à être chez toi, posé, et tu kiffes, faire ta vaisselle, dans le calme, tu kiffes, regarder par la fenêtre et il se passe rien, et enfin, tu vois? Et du coup, ça allait avec, mon mood à ce moment-là, et heu et puis je me suis rendu compte que, ouais, en fait, j'avais pas envie d'aller puiser, d'aller faire les rituels habituels pour aller chercher, le feu intérieur. J'avais juste envie d'écouter ma vibe, et c'est ce qui s'est passé, en fait, c'est que le son est rentré complètement dans ma vibe, et je me suis dit: «Ah, c'est intéressant du coup d'aller chercher ça et pas forcément tout le temps, l'esprit guerrier, et de pouvoir aller avec, maturité, déposer sans se mettre, sans avoir envie de vivre, l'expérience comme, ouais, comme si c'était la dernière fois». Et ben, du coup, j'ai senti petit à petit qu'il y avait quelque chose qui se décantait en moi, et puis, avec le temps, je me sens, je sais pas, mon rapport à la culture hip-hop en général, je commence à sentir que, je vais juger des battles et on m'appelle Tantine, tout ça, donc je commence à dire: «Ah oui, en fait, c'est vrai que génération qui démarre aujourd'hui». Enfin, voilà, que je dansais quand ils n'avaient pas encore, démarré, et du coup, j'ai plus un rapport où j'ai envie de redonner. On est en train de monter un battle justement qui va s'appeler, Give It Back, parce qu'on a envie de redonner vraiment avec des OK. danseurs, de la culture, hip-hop à Nice, et je me sens plus à cet endroit-là. Tu vois, pendant le confinement, j'écrivais beaucoup, et j'ai écrit une lettre, hem, aux gens qui m'ont entourée dans la culture, aux sistas, aux bros et tout ça, et j'avais l'impression de vouloir partager comme une ouais, comme un amour que j'ai pour, cette culture-là, et avec toutes les dérives, en fait, qui peuvent exister dans notre culture, parce que j'ai l'impression d'en avoir conscience aujourd'hui, et j'étais en plein dedans à l'époque, tu vois? Et Mmh. je sais pas, j'ai plus l'impression d'être un peu qui a en moi une espèce de grand-mère feuillage qui a envie de partager toute la sagesse qu'elle a pu, heu, qu'elle a pu apporter, La référence. du haut de mes 34 ans, tu vois? Voilà. Et je me demandais, parce que nous, on vient complètement d'un univers plus breakdance et tout ça, et on sait comment ça se Ouais. passe les battles et comment on les prépare. Mais vous, en tant que danseur debout, ça se passe comment? Vous écrivez vos passages, ou c'est toujours que de l'impro? C'est que de l'impro? Ouais, je pense qu'il y a des écoles différentes, hein, mais moi, personnellement, je suis une amoureuse du freestyle, hein, et si, en fait, j'aime tellement l'état où je ne sais pas, c'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas, je ne connais pas la musique, je ne connais pas l'adversaire, hem, je ne connais pas mon état, en fait, ce qui va se passer en moi, là, à l'instant T, c'est ça qui me plaît, et c'est du coup de me découvrir, enfin, j'ai vraiment l'impression de voyager, et qu'il y a tous mes sens qui sont mobilisés, en fait, à ce moment-là. Tout devient inspiration, et c'est ça qui me plaît vraiment. Après, bah, oui, à la salle, ça nous est arrivé de travailler plutôt des phases, ou de travailler des skills, ou des manières de toucher le sol, ou, hem, oui, bien sûr, et que tu es heureux quand tu as réussi à placer une phase. Mais moi, personnellement, même si je pouvais en avoir trois quatre dans ma tête, au moment où il s'agissait de danser, Ah, je n'arrivais pas à les placer. C'est rare en tout cas. ça me paraît fou parce que même quand tu parles de tes premiers entraînements à Nice et que tu dis que juste tu mettais les sons et que ton but du coup tes débuts dans la danse, t'avais
comme envie d'être honnête sur le son que tu mettais, ça me paraît ouf, parce que Mmh. moi j'ai l'impression que tous les jeunes que j'ai croisés, ou tous les gens qui démarrent la danse hip-hop, se posent pas trop ces questions, et que souvent juste le but c'est d'avoir des phases, d'avoir de la technique, et que ensuite plus tard vient la question de l'honnêteté, de la fragilité, et que, en tout cas dans la sphère de break qu'on a nous, et du coup t'entends parler de l'honnêteté comme premier truc, et comme envie de juste être dans une situation où tu ne sais pas, Mmh. ça me paraît méga courageux. Je sais même pas si moi maintenant je me retrouve souvent dans cet état-là, tu vois. Ouais, je crois que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une démarche vraiment, je sais pas, quand on, enfin moi en tout cas, quand j'ai voulu devenir danseuse hip-hop, que je me suis dit je vais m'entraîner et je veux vraiment vivre de ça, tu vois, derrière je pouvais pas me mentir dans le sens où ben, voilà, je suis la seule à danser dans ma famille, je voulais, je sais pas, pour moi c'était vraiment rendre les choses vraies quoi. Et du coup quand j'entendais un son, si je me sentais des fois, je le prenais, mais je pouvais sentir que je mentais un peu, tu vois? Et du coup, Mhm. ça m'obsédait donc j'ai commencé à créer du coup des gestuels qui me permettaient de ressentir telle ou telle musicalité, mais de la manière la plus pleine possible, en fait. Mais bien sûr, après, c'est plus tard, en fait, que les skills, vraiment aller chercher les infos est arrivé, le fait d'aller vraiment prendre des workshops. En donnant des workshops, en fait, j'ai pris des workshops, j'ai rencontré Niako, on a fait je me souviens des entraînements avec Mich aussi. Et là, vraiment, on a rentré dans tout l'aspect transmission qui me plaît énormément. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment dit, ah ok, ça s'appelle comme ça. Ah ok, ça a un nom. Ah ok, ça vient de tel ou tel point. Ah, c'est intéressant. Et du coup, euh, ça me plaisait en fait d'aller aussi connaître la jeunesse. Et, Mhm. mais c'était parce que j'ai voulu transmettre que je suis allée plus chercher les infos. Et j'ai Mm. l'impression que là, en ce moment, tu es vachement dans une démarche d'accès à la culture pour tout le monde, notamment Mhm. bah, avec bah, tes créations où tu donnes accès à des amateurs ou encore avec Hip Hop for Hope. Europe, Est-ce que ouais. tu pourrais nous expliquer un peu d'où elle vient, cette envie, et comment elle est née? Ouais, en fait, j'étais à Hyper Week en Italie, l'événement Miyako, et puis c'était une période où justement j'avais fait beaucoup, beaucoup de battles, on m'avait appelé un peu partout, et à un moment, en fait, ça m'a dépassé. Ça m'est arrivé que les gens m'acclament et que j'ai aucune envie d'être là, ou de rentrer dans mon hôtel et de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me sentais seule au monde, alors qu'il y avait une émulsion, quelque chose d'hyper fort dehors. Donc, quand tu commences à perdre ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Et en fait, en arrivant en Italie, il y a eu Steve One, qui est donc le fondateur de Hip Hop for Hope, qui faisait une conférence, en tout cas une présentation plutôt, je veux dire plutôt une présentation de ce qu'il mettait en place donc auprès des jeunes enfants philippins aux Philippines. Voilà, son envie, c'était vraiment d'apporter le hip-hop à des publics qui sont complètement exclus. Et en fait, simplement de le remettre à l'endroit d'où il naît, quoi, du ghetto, dans le ghetto. Et du coup, j'ai pris une claque, une grosse claque, et j'ai senti que, ok, bah là, il allait ne plus exister que ça. Et du coup, je suis allée le voir et je lui ai dit si je peux aider pour quoi que ce soit, même peut-être juste donner euh, euh, ma rémunération, par exemple, ici à Hyperweek ou quoi. Et il m'a dit je te sens bien, tu veux venir avec nous sur la prochaine édition. Et j'étais what? Ok, bah pourquoi pas. Et en fait, ça a démarré comme ça. Et quand je suis arrivée aux Philippines, je m'en souviendrai toute ma vie, d'avoir vu tous ces gamins, il y a une centaine de gamins qui entourent le camion dans lequel on arrive et qui ont envie juste de faire des waves. On parle pas la même langue, mais d'un coup, d'un seul, ils sont hyper connectés. Ils sont là, ils groovent. Déjà, ils ont déjà le bounce dans la tête. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai senti ce truc en moi en me disant, t'es à la bonne place, Mouf. Et ça faisait longtemps que je le sentais plus. Et voilà. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et en fait,
ça a été la petite graine qui a fait pousser tout le reste et qui a fait qu'ensuite je me suis rendu compte que c'est ça que je cherchais, c'était juste de me dire que j'étais pas que là pour la compétition ou pour exister. J'avais besoin de me dire oui que je prenais ma place dans ce monde et on me l'a donné, on m'a accueilli, c'est magique. Mais ça suffisait plus et là j'ai senti que cette petite graine elle m'a permis ensuite de me dire bah en fait la danse ça a un pouvoir magique et du coup si ça l'a eu pour moi à ce stade-là ça peut l'avoir pour beaucoup de monde. D'où donc l'envie après d'ouvrir à des amateurs, de, de faire corps en fait entre aussi la vie de tous les jours et tu vois, le milieu du théâtre ou de la scène, de ne pas avoir ce quatrième mur hyper sérieux. Pour moi, c'est important que ça reste de l'ordre du commun des mortels, et, puisque c'est quelque chose qu'on a tous en nous en réalité. On est, on est tous danseurs quelque part. Et donc, c'est à cette même période où tu vas pour la première fois aux Philippines avec Mhm. l'association Hip Hop for Hope que tu décides juste après de créer Kilai, ta compagnie? Ou est-ce que Oui, ça s'est déjà fait avant? j'étais déjà, en fait, le premier élan, j'étais aux États-Unis avec Gillan Meyers et j'avais envie de créer. Donc j'étais déjà interprète pour différentes compagnies. J'avais envie de créer, mais je flippais. Et puis j'ai fait un petit duo avec elle là-bas en l'espace de 4 jours et tout était magique, fluide. Je me sentais comme un poisson dans l'eau et ça m'a vachement apaisée. Et en rentrant, je me suis dit bon allez, je vais partir sur une exploration qui a duré en fait 1 an où j'écris comme cobaye 4 danseuses coup de cœur qui sont aujourd'hui pour la plupart des sœurs, des complices de travail et de vie. Et, j'avais eu la chance du coup de danser déjà pour Abraham Tismé. Et on s'est tous rassemblés. Et en fait, le premier jour où je leur propose de faire une exploration, c'était en vue de faire un show en plein air à Nanterre, il me semble, ça fait longtemps. Et au moment où j'arrive devant Abraham pour se rencontrer pour la première fois et se dire, bah alors c'est quoi pour toi la musique, c'est quoi pour toi la danse et comment on va faire pour créer ensemble, et ben on m'appelle pour me dire que cette possibilité de jouer est annulée. Donc du coup je me retrouve devant lui un peu dépourvue en disant, bah, bon, je sais pas ce qu'on va faire, enfin, peut-être que ça vous intéresse plus du coup. Et en fait, ils étaient hyper motivés et voilà, s'en est suivi une exploration qui a duré sur 1 an. Et il n'y avait pas d'idée forcément de spectacle au démarrage, je voulais juste des cobayes pour explorer toutes les idées, les mille et une idées qui me trottaient en tête. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, est née Parasite, ma première pièce, qui a ensuite joué. Enfin, on répétait à Suresnes parce que les studios, le théâtre de Suresnes, donc théâtre Jean Vilar, nous avait prêté des studios là-bas. Et, euh, et puis, le directeur est passé, il nous a proposé pardon, une progra. Ça a démarré comme ça. Voilà. Et donc, à ce moment-là, où tu passes plus ou moins du monde du battle au monde de la créa, pour situer un petit peu, et vu que ton but et le nôtre aussi, c'est d'expliquer un petit peu aussi aux gens qu'est-ce que c'est que ces mondes étranges de la danse, des battles, et qu'est-ce que ça a de différent avec le monde de la créa. Là, tu parles d'une expérimentation d'1 an, donc qui s'est allongée comparé à ce que tu avais prévu, d'une expérimentation d'1 an Mm. dans des lieux. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, avec des gens, vous vous mettez à bouger votre corps et à poser des mots sur ce que ça fait, sur ce que vous voulez faire. Donc, à passer vraiment du temps à faire ça. Ça devient, je pense, le centre de vos vies. Mais concrètement, Mm. il y a des subventions pour ça, il y a des théâtres qui t'aident. Est-ce qu'à côté, à ce moment-là, tu as un autre métier? Comment est-ce que une vie si loufoque que la vie de danseur pour la plupart des gens, tu vois, comment une vie comme ça se construit? Ah, déjà, c'est une super question parce que je me suis toujours imaginé essayer d'expliquer tout ça à ma famille et du coup, j'espère qu'ils écouteront le podcast. Voilà, ça c'est pour la première chose. Bah, pareil, vu que moi Mais j'essaye de leur expliquer, comme ça, je leur passerai ta réponse. alors, du coup, ben, par où commencer? Est-ce qu'il y a des subventions? Comment ça fonctionne? En gros,
moi, sur la première exploration, tout le monde était bénévole et avait juste envie, parce que chacune et chacun était dans d'autres projets, et cetera, avait envie d'explorer, heu, le mouvement et des contraintes, en fait. Donc on va prendre une salle de 10 heures à 18 heures ou en demi-journée et on va expérimenter, bah, tiens, ma danse, c'est plutôt ça, c'est marrant, j'ai toujours dansé de cette manière-là et j'avais jamais, remarqué qu'on pouvait aussi aller vers cette qualité de mouvement-là et du coup, comment on va faire pour échanger les unes avec les autres? Ça, c'était déjà un 1er, pas, donc en faisant simplement des échanges et des cyphers, on s'inspirait beaucoup les unes des autres et puis la qualité de danse de chacune, mais et puis la personnalité, hem, j'ai toujours eu cette chose, quand je rencontre quelqu'un de vouloir, de sentir des potentiels, en fait et du coup, je commençais à proposer d'aller vers ci, vers ça et puis les danseuses, répondent, du coup à mes à mes propositions, ce qui fait que ça m'enrichit encore et en fait, c'est, inépuisable, c'est, infini et c'est, juste, tellement, goûtu qu'on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on sent qu'on peut explorer, des heures, heu et puis s'inventer, en fait. S'inventer, heu, c'est ça qui est très beau, je trouve. Donc bon bref et donc concrètement, je reviens à l'histoire je reviens aux subventions, tout ça. Je me suis un peu écartée du sujet de base. Donc pour, répondre, en tout cas, oui, nous, on était bénévoles. Personne n'a été rémunéré sur les répétitions parce qu'on n'avait pas du tout de structure et c'est en jouant Parasite, qui a du coup eu une trentaine de dates que j'ai dû, savoir, enfin, je me suis posé la question, voilà, comment avancer sur la suite et et j'ai eu la chance de rencontrer, Chloé Lenôtre qui est venue, à moi, quand elle a appris que j'avais des projets. Chloé qui est donc, qui était en charge de, initiative en danse urbaine, avec, La Villette et qui m'a proposé, des espaces, pour répéter et et puis j'ai rencontré, Garde-robe, donc qui est un bureau de production qui, se charge, donc de la production, de l'administration, un petit peu de la diffusion et voilà, de tout l'aspect administratif pour, faire en sorte que les projets se mènent à bien et donc on a monté une production, donc en bonne et due forme, sur la pièce, suivante qui était Icône et donc là, on a rencontré, la direction, régionale, la DRAC, pour pouvoir, obtenir des subventions et ensuite, pouvoir rémunérer les danseurs, pendant les répétitions. Ok, donc ça veut quand même dire qu'il y a toute une première année où à côté, donc pendant que vous faites ce labo qui devient un labo d'1 an de manière bénévole, à Mmh. côté de ça, j'imagine que t'as dû avoir un travail, t'as dû trouver J'étais une manière de... interprète en même temps. Ok, Je travaillais avec différentes compagnies, donc du coup, je pouvais, avoir la rémunération via ces compagnies-là. Et pareil pour mes danseuses et pour Abraham, ce qui nous a permis, du coup, de pouvoir explorer, voilà, les projets «plus du cœur» entre guillemets, parce que c'est toujours important, je trouve, d'en garder, même quand on continue à travailler, pour des compagnies il y a toujours on a toujours des projets du cœur, des choses qu'on a envie bien d'expérimenter, sûr. voilà et voilà, donc c'était comme ça, en tout cas. C'était comme ça que j'ai pu, du coup, faire, une rentrée d'argent, pour me permettre d'être bénévole sur mes propres projets au démarrage. Hmm. Je connais pas trop toute cette sphère de la création parce que je suis encore un jeune danseur. J'ai fait que quelques battles dans ma vie. J'ai fait qu'une créa avec Noé. Et je voulais savoir comment ça se passe. Comment tu trouves les idées pour tes créations. Comment tu sais que c'est la bonne idée. Est-ce que un peu t'as la pression quand tu proposes un projet à des gens, quand ils viennent le premier jour que tu les rencontres et que là tu dois bah, les guider sur sur tout le processus de création. Est-ce que je sais pas, tu dois avoir la pression un peu. Et oui, mais c'est pas, c'est une pression c'est une adrénaline plutôt. C'est quelque chose qui, moi, en tout cas, ouais, ça me motive, ça m'anime, je suis, je suis heureuse. Les démarrages, c'est toujours en plus ce que je préfère.
Hem et après, ben, ouais, franchement, on revient au je ne sais pas, hein. On revient, au goût du je ne sais pas. Donc la bonne idée, je ne sais pas si elle existe. En tout cas, des idées, j'en ai à l'appel et ça s'arrête, jamais. C'est très rare que ça s'arrête, c'est même des fois un peu trop, c'est plutôt il faut calmer. Heu et puis après, beh, comme je disais, pour moi, heu, depuis Hip Hop for Hope et même bien avant ça, les fois où j'ai pu danser en tout cas, et que j'ai compris qu'il y avait une vraie résonance, de la danse dans ma vie, hem, j'ai compris qu'en fait c'était ce que j'étais venue chercher sur cette terre. C'était de Ça me permet d'avancer en fait, moi en tant qu'individu, la danse. Donc quand je crée un projet, je le crée à partir des questionnements, heu, en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que que membre d'une famille, en tant que enfin, dans mes relations, enfin, tu vois? Du coup, c'est quelque chose de global qui me questionne, qui m'habite et ce pourquoi je fais un projet. Ça m'est arrivé de faire des projets, en me disant: «Allez, je relance la machine», sans forcément être habitée d'un d'un ouais, d'une profondeur, de quelque chose qui vient de l'intérieur et ça s'est pas bien passé mais je voulais continuer à me dire que ça fait partie de l'apprentissage aussi, en fait, de continuer de créer malgré tout et voilà donc oui, c'est sûr, après quand tu rencontres les danseurs, sur les premiers jours, bah, franchement, il y a une excitation qui est telle que la pression, elle gicle vite et ou alors elle est transformée et transcendée en quelque chose qui justement fait un espèce de fire qui te tient sur l'ensemble des répètes parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on l'oublie mais c'est intense, c'est hyper intense pour le corps, pour l'esprit, pour tout. C'est tout ton être en fait qui est convoqué, tous les jours et même la nuit. Ah ouais. Mmh. Ouais, c'est intense et je sais pas si tu vas valider, ce que je vais dire, mais j'ai envie un peu de rappeler aussi, que faire une création, j'ai l'impression que c'est se permettre d'avoir des temps d'ennui et des temps où on est dans une salle avec des gens et où on doit dépasser un peu le sentiment de production, des institutions qui nous demandent de créer, d'à la fin faire un spectacle et que finalement toute phase artistique, ça demande, j'ai l'impression, d'être dans un lieu et d'avoir juste du temps pour s'ennuyer et qu'à un moment donné se décantent des choses et sortent des choses. Et, euh, et je sais plus exactement pourquoi je dis ça, mais que ça me paraît cool de le préciser Ouais. parce qu'encore une fois, pour parler de cette drôle de vie, c'est une vie et c'est un travail qui a besoin de ces temps-là, quoi. Mmh. Ça résonne beaucoup ce que tu dis parce que, justement, la première fois qu'on a monté Parasite, bon, tu as la fraîcheur des débuts, mais ensuite quand il a fallu monter Icône avec la production en se disant: «Bah, qu'est-ce que tu vas faire dans un an? Il faut que tu écrives, une note d'intention», donc le truc, qui t'empêche de dormir la nuit parce que, tu dois expliquer avec des mots intelligibles à des gens qui ne dansent pas forcément, mais qui intellectualise beaucoup la danse, ce que toi tu as dans ton bide, là, dans tes tripes, qui est en train de bouillir et qui est en train de bouillir aussi au quotidien parce que, bah, pour le coup, Icône, c'était vraiment je voulais questionner les influences parce que aussi on m'influençait à aller faire cette seconde pièce et ça a démarré de là et en fait, en posant mes yeux sur tout ce qui nous influence de manière, heu heu volontaire, voire malsaine au quotidien, c'est c'était pas rien et en fait, moi, ça me plaisait, en fait, d'aller chercher les mots, de rencontrer, des professionnels et de leur parler de mes intentions et de mes envies parce que je trouve que l'échange est toujours, et souvent, en tout cas, nourricier. Mais c'est vrai que, on peut vite se retrouver, du coup, enfermé à essayer de répondre à une demande que nous-mêmes, d'ailleurs, on invente, en réalité. Mais je crois aussi que, tu vois, ça vient aussi, je pense, du background. Moi, j'ai grandi dans un quartier, ensuite, j'ai déménagé dans le sud de la France, mais voilà, je suis issue d'une famille modeste, j'ai fait des études, mais j'ai vite bazardé ça parce que ça répondait pas
à mes envies de créer. Et, et en fait, je, j'avais toujours cette sensation au fond de moi que bah, les professionnels à qui je parlais, j'avais envie de les amener dans la danse, en fait, dans le mouvement, viens sentir, plutôt que... Il y a des choses qui passent pas, pour moi, qui sont pas de l'ordre de l'intelligible, en fait, et qui passent pas seulement par les mots, et qu'il faut sentir, et il faut laisser un espace immense. Et il faut laisser... Désolée. Pas de souci. Je sais plus ce que je disais, mais oui, comme tu disais, il faut laisser un espace immense en fait pour se perdre, pour, euh, pour se perdre, s'accueillir, pour accoucher de soi, et pour ne pas savoir. Et c'est tellement important de ne pas savoir. Et du coup, ouais, je disais que qu'il y a cette démarche, du coup, toi, que tu as de manière générale dans la manière dont tu fais de la culture pour tous, de la culture sociale et dont tu essaies de le faire. Et peut-être qu'on va essayer de... J'aimerais bien qu'on l'aborde en parlant peut-être de ta pièce en création anyway, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez concret pour l'expliquer. Et d'expliquer comment on explique et quel est le rapport avec le monde réel et le monde qu'il y a au plateau, etc. Euh, et ouais, non, juste une idée qui me venait, c'était que ce soit les institutions qui vont subventionner les artistes ou les gens du dehors qui n'ont pas une pratique du corps. En plus, dans une culture française où on n'est pas dans un rapport au corps qui est très évident et très fort, c'est souvent dur, je trouve, d'expliquer et de créer ces zones de communication entre les artistes, danseurs, qui essayent de faire comprendre pourquoi on bouge et pourquoi on peut pas forcément mettre des mots tout de suite sur pourquoi on le fait, etc. et l'utilité que ça a. Et du coup, j'en viens pour aussi retracer un peu ton parcours au, à ce que tu as fait. Donc, tu as d'abord fait la première création qui s'appelle Parasite, qui s'inscrit, si je dis pas de bêtises, dans un triptyque, donc une suite logique, on va dire, de pièces que sont Parasite, puis Icône, puis Acoustique. Entre-temps, tu fais d'autres projets dédiés plutôt à des espaces non dédiés, justement. Il y a un projet de rue, je crois, que tu as fait. Et on en vient, donc peut-être qu'on pourra rebondir dessus après, mais ensuite on en vient à Anyway, qui est une pièce que j'ai eu la chance de voir il y a pas longtemps. Là, j'ai vu votre sortie de résidence quand on s'est croisés et qui m'a touché de ouf, alors que pas beaucoup de pièces de danse me touchent. Euh, Tu peux nous expliquer, je pense que c'est un bon exemple, anyway, ce que tu as fait, ce que vous avez fait pour expliquer le lien qu'il y a entre le monde du dehors et le monde dans la boîte noire du théâtre. Oui, tout à fait. Euh, alors, bah écoute, Anyway, c'est une création donc, qui est en cours, qu'on aurait dû jouer là le 3 avril, qui donc a été reportée suite à la crise sanitaire. Euh, c'est un trio féminin qui du coup nous a amené, enfin la base du spectacle. Mon envie, elle est née pendant le confinement et je lisais des écrits de Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre, qui parlait de résilience. Et je suis toujours très très touchée quand je lis les, les histoires des personnes qui sont éprouvées en fait par la vie. Et il y a quelque chose qui se passe en moi, mais ça résonne fort. Et je me dis que la danse, à cet endroit-là, elle vient, elle vient donner une porte d'évasion, justement, une liberté juste magique. Et enfin, pour moi, en tout cas, elle a été très souveraine. Et j'avais envie, du coup, d'aller plonger dans cette notion-là, la notion de résilience. Et donc, j'ai beaucoup écrit. Et, et j'ai invité ensuite Marie Marcon et Roudia Touré, qui sont deux danseuses et amies complices, euh, à se poser la question justement de leur propre résilience au travers de la danse. Et on a commencé à d'abord écrire et puis de mettre bah, d'imaginer que le processus ce serait que de danser nos textes. Et ça a démarré comme ça et on était à ce moment-là Roudia au Sénégal à Dakar, Marie à Dunkerque et moi à Noisy-le-Sec et on était en visio pendant le confinement et c'était un peu notre manière de mettre un petit coup de pied à ce qui était en train de se passer. Et, et puis, euh, et puis je me suis rendu compte que c'était une question bah,
que j'avais envie d'aborder avec d'autres personnes. Et, et le public qui m'est venu à l'esprit parce que j'ai vu une vidéo magique qui s'appelle Step Inside the Circle, qui allait un petit peu dans la même direction que ce qu'on voulait faire avec Hip Hop que ce qu'on fait avec Hip Hop for Hope, c'est-à-dire donner la danse, euh, ouais, redonner la danse à des personnes pour les éloigner de la violence. Là, c'est une dame qui est art thérapeute et qui du coup, va dans les prisons en Amérique et fait un cercle de compassion avec les prisonniers. Et j'ai pleuré, j'ai regardé 3 fois, j'ai pleuré 3 fois. J'ai dit, ah, bon, ok, il y a un truc qui se passe fort. Et j'avais envie, du coup, de questionner cette notion-là de résilience avec des personnes en prison. Et donc, on a eu la chance de pouvoir rencontrer des femmes euh, euh, à la prison de Rennes. Et, euh, et ça a été voilà, des rencontres très fortes. On a mené des ateliers entre danse, prise de parole et écriture. Voilà, les arts se mélangeaient parce qu'on sentait aussi le besoin pour elles. Et de cette expérience, naît ensuite ce trio qui parle donc de la résilience et des fulgurances qu'elles ont laissées dans notre corps en fait et qu'elles vont laisser à vie. Voilà. Là, j'imagine que ça devait être assez intense de voir de parler avec ces femmes-là. Et je me demandais comment t'as réussi à les emmener vers des ateliers de danse et est-ce que c'était difficile à faire ou pas? Euh, non. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien. En réalité, il n'y avait rien à réussir parce qu'il y a un tel besoin. Mhm. C'est une telle nécessité d'avoir des espaces pour un, deux, trois, des espaces pour s'exprimer. C'était tellement ouais, on a senti que c'était un besoin. Et donc, très vite, c'est plutôt elles, en fait, qui nous ont menés en atelier. Elles avaient besoin vraiment de, de danser, d'exprimer des choses, de prendre la parole, de rentrer en contact avec l'autre, de le regarder dans les yeux pour de vrai, euh, d'échanger pour de vrai, d'être entendu. Je pense que tout ça, c'est ça qui a d'abord fait l'atelier. Bien sûr, nous, on a un cadre très structuré avec Marie et Roudia, parce qu'on a eu la chance de pouvoir mener les ateliers ensemble. Et, euh, et on est très consciente, en fait, que on va sûrement déplacer les gens d'un endroit à un autre. Là, je parle au niveau émotionnel. Et Marie était déjà c'est quelqu'un qui se forme beaucoup dans tout ce qui est art-thérapie. Moi, je me suis formée aussi dans l'accompagnement de la personne. Donc, j'ai fait une formation pour du coup coacher. Euh, et justement parce que j'ai le souci d'accompagner les gens de la manière la plus écologique qui soit pour eux. Et Roudia aussi très proche de l'écriture et très proche des gens et par l'expérience a été aussi très investie et très touchée par les femmes qu'elle rencontrait. Et, euh, et je dis femmes comme ça, j'insiste parce que du coup bah, c'était vraiment ça aussi, c'est que ce qui a permis de faire euh, quelque chose d'assez fluide, voire magique, parce qu'on ressortait toutes à chaque fois avec des paillettes dans les yeux et en même temps le cœur lourd. Euh, c'était déjà de se comprendre, quoi. Les personnes qu'on rencontrait là, en fait, ça aurait pu être des sistas. Donc, voilà. Et pour qu'on s'imagine un petit peu, parce que je suis comme Mathis, j'essaie trop de poser des images sur comment ça se passait, puis ensuite comment ça se traduit pour que ça devienne une pièce en fait, parce que concrètement tu rencontres des personnes qui sont comme toi et différentes de toi, il se passe des choses émotionnelles, il se passe des choses, et ensuite à un moment donné tu dois le synthétiser, parce qu'ensuite ça va devoir devenir une forme qui sera faite sur un plateau où du public va entrer dans une salle pour le voir. Comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre? Comment est-ce qu'on transforme le réel en un truc qui doit quand même se figer à un moment donné? C'est quoi la méthode?
Alors, la la méthode, ma méthode, en fait, c'était d'organiser déjà des journées, où le matin, on était, à la prison avec les femmes et l'après-midi, on allait direct en studio. Donc avec, la fraîcheur, de l'inspiration, en fait, et donc je proposais aux danseuses. Souvent, les choses me viennent, et c'est ce que j'aime dans le processus de création, c'est que ça me vient là, dans l'instant, de manière très organique. Donc, notamment avec elles, je leur ai proposé de faire un cercle où chacune devait ajouter un mot après une phrase, après, les, après les deux mots chaque jour. Et il en est sorti beaucoup de choses, et ça a fait beaucoup de résonance en nous, et on s'est posé la question justement chaque jour. Qu'est-ce qu'on met à l'œuvre pour tenir, pour exister, pour être là malgré tout. Et ça a démarré comme ça, avec une impro autour du chaque jour, une impro dansée, parlée. Aussi, on avait déjà énormément de matière dansée, parce que du coup, on avait écrit nos propres textes sur nos propres résiliences qui ont forcément résonné avec les leurs, même si on ne vit pas du tout la même chose et que je suis pas en prison, et je pourrais jamais me comparer à, à, à ce qui peut se passer en prison, qui est, euh, qui n'est pas. Il y a vraiment des situations qui sont déplorables, et d'autres je pense que le passer en prison, c'est c'est pas rien en fait. Et pour moi, la prison, c'est un endroit où, de base, dans ma naïveté, j'aurais pensé que c'est un endroit où on pouvait aussi se reconstruire. Et alors que c'est aussi un endroit où des traumatismes sont infligés, plus nombreux que ceux qui étaient là à l'origine. Et ce besoin, du coup, c'était délicat pour moi, en fait, déjà de, de faire corps avec ça, d'accueillir tout ça, parce qu'elles nous ont parlé de choses assez deep, et, et de faire la part des choses entre ce que j'avais envie de dénoncer, parce que du coup, forcément, ça met en rage, et cette résilience dont elles font preuve chaque jour. Et en réalité, sur la balance, euh, la résilience dont elles font preuve chaque jour euh, est bien plus puissante pour moi. Et du coup, dans le spectacle, c'était tout l'art et la manière de parler de ces deux choses-là. Et, et donc, dans le processus, ce qui se passe, ben, c'est que à partir des matières chorégraphiques qu'on avait déjà, et à partir des textes qu'on avait, on a commencé à chercher du coup comment le mot devenait une extension en fait du corps. Pas que ce soit un moment parlé, puis un moment dansé, mais comment en fait notre corps, on se met dans des états de corps qui nous, qui nous permettent de parler de cette résilience. Donc dans ces états de corps, c'est toujours des corps qui cherchent en fait. Et c'est ça que je trouve beau, c'est des corps qui sont en recherche de douceur, qui sont en recherche euh, du mot pour s'exprimer, qui sont en recherche, ils sont en quête en fait, et ils passent des strates. C'est ça, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de processus même dans la résilience, c'est qu'on part d'un, d'un point A, et qu'au fil des strates, on va petit à petit, comme tout un chacun, je crois, aller au cœur de ce qui est important pour nous. Euh, et je crois qu'on, en tout cas, un besoin d'évasion. Mm. Je change un tout petit peu de sujet pour peut-être en venir au même point. Euh, Par rapport à la transmission et à la pédagogie, je sais que du coup, c'est forcément des sujets qui t'intéressent, à comment on transmet ce qu'on fait et pas juste en le montrant sur scène. Si on se lance un petit exercice et que je te dis que t'as que 30 minutes à passer avec quelqu'un que tu connais pas et que tu vas peut-être pas revoir, et qu'en 30 minutes, tu dois lui transmettre l'essentiel de ce que toi t'as compris dans la danse. Concrètement, qu'est-ce qu'on transmet concrètement quand on a du temps avec quelqu'un? Mm. C'est une super question. Si j'ai 30 minutes avec cette personne,
Je crois 2 options. D'abord, je vais simplement, c'est ce que je fais dans mes cours, en fait. Je vais simplement mettre la musique, lui demander de fermer les yeux et de me dire à quel endroit dans son corps elle ressent la musique. Et, partie de ça, partie de cette énergie-là, je vais amplifier, heu, je vais amplifier juste par les mots en la guidant, cette sensation qu'elle a, dans le reste du corps. Et de ça va faire naître, le mouvement. Et je pense que je démarrais par ça. Heu, J'accompagne juste, en fait, le mouvement qui a envie de naître. Pour moi, tout le monde a ça en lui. Et puis, heu et puis forcément, la musique sera sûrement, très groovy et du coup forcément, ça va groover et forcément je vais parler du bounce et du groove et comment du coup on s'installe dans l'espace et comment on s'appuie sur l'espace même et comment on prend possession de notre corps à travers ce groove-là. Je pense que je parlerai de ça et je crois qu'en fait tant que la personne n'aura pas saisi en son fort intérieur ce que ça fait, je resterai sur ça. Surtout si c'est que 30 minutes. Ok, Mmh. ça me donne envie de le faire. Mais je me dis, sur moi, ça marche. Sur moi, je sais pas si ça marcherait, parce que j'ai pas de groove. Je sais pas si je le sentirais. Franchement, je pense que ça peut être un bon exercice pour découvrir le Parce que groove. quoi? Oh Ça- là là! Oh là là! Tu sais qu'on appelle ça en psychologie, on appelle ça une croyance limitante. Quoi donc? De dire qu'on ne sait pas faire quelque chose? Je n'ai pas de groove. Ouais, c'est vrai que je l'ai un peu posé De comme te ça. dire je n'ai pas de groove. C'est vrai que je l'ai posé comme ça. Mais bon, on va pas rentrer dans ma thérapie. Mais si tu veux, on s'appellera pour en parler. T'allais dire quoi, Mathis? je me demandais à quel point enfin, toutes tes inspirations que tu avais dans ta danse, pour l'enseignement, ou même pour tes créations, et si t'en as, bah, lesquelles c'est. Franchement, en premier lieu, je vais dire la vie, quoi, ce qui se passe dans la vie. Franchement, on vit dans un monde tellement insupportable et tellement plein d'amour en même temps que c'est infini, je trouve, l'inspi. C'est Ouais, franchement, moi, je dirais ça en premier lieu. Et après, ben, forcément, les gens qui m'entourent, les gens que j'aime, les gens dont j'aime l'art et qui font des choix de vie honnêtes, pleins, courageux. Ouais, je vais dire ça. La liste serait vraiment trop longue si je commençais à dire des noms. Mais, je trouve qu'on est, ouais, on est influencé en permanence et j'essaye en tout cas de rebondir que sur ce qui, sur ce, sur, sur ce qui tu vois, je fais le mouvement, mais j'arrive pas à l'exprimer en fait, ce qui me met en mouvement justement. Et du coup, il y a énormément de choses. Là, je sais pas, pour donner un exemple, sur l'année prochaine, parce qu'en ce moment, ça bouge du côté de ma famille et ben, j'ai vraiment envie de faire un spectacle sur ce thème, sur cette thématique-là. Et donc quand je dis un spectacle, en fait, c'est le spectacle, c'est un prétexte, mais c'est démarrer le processus, c'est écrire, des lettres, à ma famille, c'est, rencontrer des familles faire se rencontrer des familles différentes, c'est, partir, en Martinique, pays que je n'ai jamais rencontré parce que je suis, métisse, Martinique, France, voilà. Et c'est aller explorer, voilà, comment on danse là-bas. C'est mener des ateliers parents-enfants comme j'ai pu faire et voir du coup dans le rapport père-fille ou père-fils, ce qui peut se passer. Ouais, en fait, ça, je sais pas, pour moi, c'est rentrer dans une nouvelle ère à chaque fois, tu vois, à chaque fois que tu lances une nouvelle création. Et du coup, c'est la vie, je vais vraiment dire la vie qui m'inspire mes, mes projets. Et puis, après, c'est mes projets qui m'inspirent la vie aussi. Des belles phrases philosophiques, tout ça. Mais je me, Ouais, grave.
avec toutes ces influences que tu as, et même moi, de toute façon, que ce soit en danse, je sais pas, j'ai trop d'influences et je suis inspiré par trop de choses. Mais des fois, en fait, limite, ça devient presque un poison parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai plus quoi faire. J'ai tellement de trucs qui m'inspirent, il y a tellement d'influences que limite, je suis perdu, je sais même plus quel mouvement je dois faire, je sais même plus si j'aime ma danse et tout ça. Toi, tu fais comment pour faire des choix, pour pas Ouais. te faire noyer dans toute cette influence et tout ça? Et ben écoute, déjà, je me suis noyée clairement et du coup, j'ai appris, que c'était une noyade. Hem, je m'explique. Hem, il y a eu cette période justement où créer, bah, j'ai enfin, Icône, ma seconde pièce, c'était questionner, qu'est-ce qui nous influence? Et donc déjà, je me suis dit: «Bon, bah, je vais rentrer dans une nouvelle sphère avec toutes les institutions et tout ça», et j'ai rencontré des professionnels, des directeurs de théâtre, et je leur ai demandé qu'est-ce qui les influence eux? Comment en fait ils font une programmation? Comment Qui est-ce qui influence qui? Comment ça se passe en fait? Et c'était très intéressant d'entendre qu'eux, ils ressentaient aussi parfois le même enfermement que moi, ou les mêmes restrictions que moi, à notre échelle. Et hem et heu et cette question des influences, elle est allée plus loin. Ensuite, je me suis nourrie de beaucoup de documentaires et je me suis rendu compte justement bah, du monde, industriel et rapide dans lequel on était, du fait, du coup de beaucoup de choses en fait, nous amènent à aller de plus en plus vite, à se nourrir énormément, de beaucoup, beaucoup d'informations, et de plus justement savoir où poser, notre regard, ce qui est vraiment notre chemin ou pas. Est-ce qu'on a un chemin ou pas? Et en fait, ça a fait un déclic dans ma tête. Ça a été très difficile. Je me suis vraiment noyée en créant cette pièce, heu parce que j'avais l'impression de m'être, trop informée. Et je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est aussi une surinformation. Hem et en fait, derrière ça, beh, j'ai fait un joli burn-out qui m'a permis de me rendre compte que, j'avais besoin de peu, en fait, en réalité dans ma vie, et j'avais besoin de retrouver du coup un essentiel qui était très, très simple, très, 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 très simple. Et c'est comme ça ensuite que j'ai voulu faire cette formation, de coaching, parce que quand tu fais une formation de coaching, bah, d'abord tu vas faire le travail pour toi, parce que tu peux pas ne pas comprendre tes propres, tes propres, fondations en fait, avant de pouvoir aider les autres à comprendre les leurs. Et hem et et là, j'ai compris l'importance de l'ancrage, l'importance de rester centré, l'importance, du coup, d'avoir une pratique, et j'entends et je de une décision chaque jour renouvelée, d'aller au cœur de ce que toi tu veux faire, en fait, et de t'inspirer du coup en conséquence. Et donc ben, autour de ça, il y a pas mal d'outils qui m'ont aidée. Je dis outils, mais c'est un mot très, très vulgaire pour parler de, quand je dis outils, c'est en réalité des vrais, connecteurs, heu, comme, la pratique du yoga, comme, la spiritualité, hem, comme, la pratique, de la méditation, le fait de prendre du temps simplement pour converser avec les miens, et en fait repérer qu'est-ce qui manque vraiment, tu vois? Et du coup les projets que je fais, ben, c'est pour ça que tout à l'heure c'était un peu Francis Lalanne ce que je disais, mais c'est vrai, les projets que je fais du coup me permettent ensuite de me réancrer dans ma vie, tu vois? Et du coup Anyway par exemple, ça me donne une nouvelle direction, heu heu, dans mes choix en fait, en tant que femme et en tant que citoyenne. Mes lectures vont être différentes, ma manière d'orienter, mes choix va être différente, et du coup je me laisse un peu moins ensevelir par, par les influences, extérieures. Un peu moins, c'est un travail de tous les jours, et et je
pense qu'il est vraiment indispensable. C'est drôle parce que tu viens de répondre pile à la dernière question qu'on avait la mission de te poser. Parce que on a un genre de rituel dans Sweep, c'est que la personne d'avant qu'on interviewe, elle nous demande une question qu'on pourra poser à la personne suivante. Et avant toi, on avait T-Rock, qui est un b-boy, un breaker de Belgique, et qui a un rapport, qui a une méthode assez forte et un rapport très discipliné à comment il avance dans le break. Et du coup, déjà, on lui a demandé de te décrire en 3 mots. Il voyait qui t'étais, mais pas tant. Donc, il a dit crinière de lion. Voilà. Ensuite, Ensuite, la question qu'il devait te poser, en fait, tu viens d'y répondre, c'est comment tu gères le burn-out. Et de par ce qui t'est arrivé sur la pièce icône dont tu parlais et tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que tu as répondu pile poil à ça. Donc c'est cool. Et quant à toi, la personne qui va te suivre dans Sweep, qui passera après toi, c'est Marine Easy de Bordeaux. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, 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 oui. Lumière, euh, chaleur, elle perçoit l'humain. Ok. Ouais. Percevante humaine, en un mot, on dirait. Mm, mm. Ok, et Ouais. bah écoute, on lui dira, je pense qu'elle sera contente. Et une question ou un sujet que tu aimerais qu'on aborde avec elle? La résilience. Ça Allez, bon marche, courage. je sens que c'est un sujet qu'elle va se mettre à aborder sans même qu'on lui demande, donc c'est Grave. très bien. Cool. On va finir. Est-ce qu'avant, tu peux nous indiquer où est-ce qu'on trouve ton travail, ce que tu fais? Oui, et bien écoute, j'ai la chance de travailler avec Nina Perrat, qui s'occupe magnifiquement bien de l'Instagram de la compagnie, donc cie.kilai pour le compte Instagram. On est aussi en train de faire la refonte du site internet, pareil, compagniekilai.com, avec le petit trait entre le compagnie et le Kilai. Et puis voilà, on va continuer à partager des choses sur notre chaîne YouTube et c'est essentiellement les endroits où nous communiquons. Cool. D'ailleurs, vous faites un bon travail bilingue pour ceux qui ne parlent pas français. Je vois que vous mettez tout aussi en anglais, ce que font très peu de compagnies françaises, donc ça fait plaisir. Et Ouais, en fait, c'était parce que j'avais très envie justement de. Je trouve que dans le milieu hip-hop, on me dit ah Mufasa, on ne te voit plus, mais les gars charbonnent en fait. C'est juste que c'est juste que je suis pas dans les battles et que je travaille à un autre endroit et ça me fait plaisir du coup de pouvoir partager aussi pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées partout et qui parlent pas forcément français. Mm. bah ouais, carrément. Écoute, merci beaucoup. Ça fait Grave. trop plaisir. Merci. C'était grave cool. Ouais, grave, moi aussi. Vraiment, merci pour l'invitation. Et, Et euh, vous et avez bonne une continuation. bonne vibe tous les T'as dit quoi? Je dis, il est bien ce binôme, vous avez une bonne vibe tous les deux. Cool. C'est les 2 générations du groupe, ça marche bien. Ah, c'est pour ça. Prends soin de toi, à bientôt. Ouais, à la prochaine pour ça. Ouais, vous aussi. Ciao. Ciao.